Bonjour, bonjour, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce petit sujet, chers visiteurs et visiteuses, d'autant qu'il réapparaît régulièrement dans les médias, donc je trouverai toujours un moyen, un moment pour le sortir sur la chaîne, vous en faites pas. D'ailleurs, si vous le regardez aujourd'hui, c'est que j'ai sorti, hein. Bon, les mangas c'est nul, les mangas appauvrissent la culture, les jeunes aujourd'hui, de toute manière, ils ne lisent plus que ça, c'est une honte. Vous avez forcément entendu une personnalité publique tenir ce genre de discours. Généralement, c'est surtout une panique morale qui ne repose pas sur grand chose, et très souvent la personne dans les phrases précédentes ou suivantes montre qu'elle ne connaît absolument rien au sujet. Voilà, c'est comme si vous disiez que les tomates pervertissent notre jeunesse, alors que vous décrivez et que vous montrez du brocoli. Ça n'a absolument aucun sens, voilà. En dehors du fait que le brocoli, lui, il pervertisse réellement notre jeunesse. Puis j'aime pas ça de toute façon, le brocoli. D'ailleurs, commençons par prévenir. Je ne suis pas très fan de manga en fait, et dans 95% des cas, peut-être plus, j'accroche pas du tout. Voilà, et je regarde pas du tout d'animé non plus, parce que le mode de narration me rend absolument dingue, même quand c'est l'adaptation d'un manga que j'apprécie. Pour autant, eh bien j'en ai une petite cinquantaine chez moi, et aujourd'hui, je vais tâcher de défendre un peu le manga et vous en faire découvrir quelques-uns, je l'espère. Bon, évidemment, on va surtout parler de manga historique, et c'est là qu'on va pouvoir reboucler avec cette grande question: est-ce que cela appauvrit la culture? La réponse pourrait bien vous surprendre. Mais avant de vous surprendre, parce que vous savez que j'aime vous surprendre, un mot sur le sponsor du jour grâce à qui je peux payer le cadreur-monteur qui a fait cette vidéo. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, je suis le Thibaut des sponsors, et je suis habillé exactement comme celui des vidéos pour vous faire croire que j'ai tourné ça en même temps. Mais incroyable hasard du destin, de la vie et des dieux, le sponsor du jour c'est un manga historique. On va parler un peu de Shot L de la mangaka Yu Ito. Édité par Panini, celui-ci raconte une histoire qu'on connaît mal en Europe, mais qui est pourtant passionnante. Au XIIIe siècle, les Mongols de Gengis Khan envahissent les territoires chinois, notamment celui des Tangoutes. Un temps allié et soumis aux Mongols, ceux-ci se rebellent quelques années après, et c'est là que notre récit trouve sa source. Oui, parce que les Mongols, ça aime pas tellement les trahisons, un peu comme tout le monde, vous me direz. Mais comme eux, ils sont un peu énervés, ils entreprennent la destruction complète du royaume Tangout, habitants, bâtiments et écrits. De cette grande histoire émergent deux personnages que tout oppose, mais qui se découvrent et s'allient. Shot L, une guerrière tangoute sanguinaire bouleversée par la mort de ses amis et décidée à les venger en tuant le plus de Mongols possible, et Yurul, un enfant mongol à l'origine incertaine, obsédé par l'idée de préserver la culture tangoute à travers la sauvegarde des caractères écrits de leur langue. Pas mal, non? Je vous avoue que si le premier tome m'a laissé simplement curieux, j'ai dévoré les deux suivants avec beaucoup d'enthousiasme. On a ici une histoire qui prend son temps et ouvre beaucoup de questionnements sur le recours à la violence, les rapports civilisationnels en temps de guerre, l'enjeu de sauvegarde culturelle d'un peuple qui est menacé de destruction. En fait, il y a encore beaucoup de mystères à résoudre. Le 4e tome sort d'ailleurs le 12 juillet, et la mangaka sera présente en dédicace à Japan Expo cette année, les 14 et 15 juillet. Donc je vous mets en description le premier chapitre du tome 1 pour vous donner envie. Vous verrez qu'il y a aussi un aspect fantastique qui devrait attiser votre curiosité. Sur ce, retour à la vidéo. Oui, j'ai mal aux yeux. Alors, commençons par répondre simplement à la première question. C'est quoi un manga? C'est ce qui désigne au Japon toutes les bandes dessinées. Alors techniquement, Tintin est un manga, Astérix est un manga, bon ok je troll un peu. Du point de vue européen, le manga c'est un type de bande dessinée spécifiquement japonais qui répond au code du manga classique. C'est-à-dire que généralement c'est noir et blanc dans des petits formats avec une lecture en sens inverse de l'européen, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et il se trouve que la France, eh bien en fait c'est le premier consommateur de manga au monde derrière le Japon, ce qui est quand même plus que très notable. Le grand public a au moins une fois entendu parler de Naruto ou de One Piece, mais la France a littéralement des milliers de références traduites en français, donc l'industrie s'y porte plutôt bien. Et donc les mangas seraient destructeurs pour la culture européenne, parce que les jeunes maintenant ne lisent plus que ça, qu'ils ne parlent plus que de ça, et que les bonnes vieilles BD franco-belges et les romans n'ont plus la cote. Bon, tout d'abord, faut bien se dire que ce genre de discours, on l'entend dès qu'un nouveau type de produit culturel émerge. Alors, aujourd'hui, ce sont les mangas, mais hier, c'était les smartphones, les jeux vidéo, les jeux de rôle, et si vous remontez assez loin, vous allez voir des gens s'insurger contre le livre de poche. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Les journaux, les messes qui ne sont pas en latin, l'imprimerie, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Hein. Moi, quand j'étais gosse, c'était les BD qui étaient pointés du doigt, les BD franco-belges traditionnels. Il faut bien vous dire qu'à cette époque pas si lointaine, les premiers tomes de Naruto en France, ils sortaient sur internet en PDF, avec des traductions assurées par des bénévoles, les premiers tomes en français. Voilà, les premiers tomes, vrais tomes papier, ils sont arrivés un peu plus tard dans les rayons. Mais déjà à cette époque, l'animation japonaise, elle avait assez mauvaise presse,
Et le Club Dorothée, qui en était le principal diffuseur, était pointé du doigt comme le diable incarné. Voilà, on reprochait aux jeunes comme moi de lire trop de bandes dessinées, et pas assez de vrais livres. Et ça, c'est un phénomène vieux comme le monde. Certaines personnes, plutôt qu'essayer de comprendre des nouveaux phénomènes qu'ils ont du mal à apprécier ou saisir, ils vont préférer les rejeter. Plutôt que d'accepter de ne pas comprendre tous les codes ou les références d'une jeunesse qui semble s'éloigner d'eux, ils vont préférer considérer que c'est une perversion et en trouver voilà, des raisons un peu partout, alors que c'est normal si la jeunesse a ses propres codes, c'est normal et cohérent. Moi j'ai été élevé dans une famille avec une grand-mère qui, à 70 ans passés, s'était fait offrir une Game Boy Color pour essayer et comprendre pourquoi ses petits-enfants y jouaient autant. Comme quoi, c'est pas une fatalité en fait. Enfin bon, tout ça c'est la théorie, mais en pratique je ne réponds pas vraiment à ma question. Là on a surtout parlé de panique morale et du pourquoi pointer du doigt le manga, c'est un peu un motif historique classique. Au final, le manga c'est comme dire le livre et dire que les livres pervertissent la jeunesse, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, une certaine époque ça en a eu, mais il y a vraiment très longtemps, et c'était pas le sujet. Il y a autant de types de mangas que de gens qui en lisent, d'approche des récits, d'approche des dessins, du dialogue, des sujets. Souvent on reproche au manga d'être trop violent, alors que je vous jure que dans certains mangas, la pire violence que vous verrez, ce sont des gens qui mettent des glaçons dans leur vin. Oui, messieurs, dames, je sais que c'est violent les glaçons dans le vin pour les Français, les Japonais parfois ne respectent rien. Bref, dans tous ces genres, il y en a un qui me parle évidemment plus, c'est le manga historique. Oh ça alors, on va parler de manga historique sur une chaîne dédiée à l'histoire, quel étonnement incroyable, vraiment les bras m'en tombent. Elle était pas ouf cette vanne, non? Non, pas fou, non. Ouais, un peu... On enchaîne? Non mais c'est pas moi, on enchaîne là. Pardon. Bon allez, ça part. Ah oui, si je pars, y a plus personne pour animer la vidéo là. Bref, les mangas historiques. A votre avis, dans les productions très grand public ces dernières années, tout confondu, qu'est-ce qui est le plus historiquement correct par rapport aux Vikings et aux populations scandinaves médiévales? Allez, là, film, bande dessinée, série, jeux vidéo, et le premier qui me parle d'Assassin's Creed Valhalla, Faites attention à vous, Bon, vu le sujet, le mystère n'est pas énorme, c'est un manga. J'en avais déjà un peu parlé sur la chaîne, c'est Vinland Saga. Et voilà, je vous mets le lien juste ici. Vinland Saga raconte l'histoire de Thorfinn dans un contexte historique qui se passe au tournant entre le 10e et le 11e siècle en Europe. On y touche plein de thématiques différentes, la guerre, la navigation, la vie courante, l'esclavage, l'agriculture, la politique, la diplomatie, c'est exceptionnellement riche et écrit avec une véritable finesse. C'est une approche très subtile, très correcte vis-à-vis de l'histoire, et puis très grand public également. Plusieurs millions d'exemplaires en circulation pour la version papier, et l'animé est diffusé en France sur Netflix, avec un public qui est assez fidèle au rendez-vous. Vous vous rendez compte quand même que la meilleure œuvre dans la culture populaire, avec un gros succès à l'international qui parle des Vikings, c'est un manga, voilà, un vrai manga quoi. C'est fait par Makoto Yukimura, un japonais, tout ce qu'il y a de plus japonais quoi. Dans le même genre des références que j'aime énormément, il y a Thermae Romae par Mari Yamazaki. Le concept est assez simple, on suit les aventures de Lucius Modestus au début du 2e siècle de notre ère dans l'Empire romain. Et par un moyen que, je ne vais pas vous spoiler, ce dernier se retrouve régulièrement dans le Japon contemporain, ce qui lui permet de constater les nombreux liens entre la pratique culturelle des thermes et des bains romains et la même pratique très vive au Japon. C'est fait avec beaucoup d'humour et cela ouvre beaucoup de ponts de médiation entre des pratiques culturelles d'un côté contemporaines mais qui nous sont un peu lointaines, et de l'autre des approches anciennes de ces mêmes pratiques. C'est vraiment absolument passionnant, et avouez que c'est un sujet qui n'est pas vraiment... c'est pas banal comme sujet quoi. D'ailleurs Mari Yamazaki, qui est une femme, j'ai oublié de le préciser, elle s'est lancée dans une autre série récemment sur les Jeux Olympiques antiques, et une autre sur, accrochez-vous bien, sur Pline, voilà. Oui, Pline, l'auteur romain antique, oui, voilà, j'en ai quelques-uns chez moi, j'ai pas encore eu le temps de les lire, mais avouez que c'est quand même hautement improbable. Alors pardon, mais la dernière fois que Pline a autant passionné, c'était au XVIe siècle, voilà. Est-ce que vous trouvez que ces deux exemples appauvrissent la culture? Non, et c'est pas des exceptions, loin de là. Tenez par exemple, j'en ai un autre ici, on a le manga Ad Astra, qui adapte de manière intéressante l'épopée d'Hannibal, le plus grand ennemi de Rome. J'ai lu le premier tome, savoir celui-ci, je dois lire la suite, mais c'est pas si mal, très traditionnel dans la manière de raconter les choses, mais franchement, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu une série ou un film sur Hannibal et Scipion l'Africain? Oui,
Oui, moi non plus, j'en ai pas, je sais pas, je suis même pas sûr que ça existe. Voilà. Il y en a un autre aussi sur Cesare Borgia que je dois lire, il est juste derrière là, dans le décor. Enfin, voilà, j'ai une très longue liste, d'autant que vous m'envoyez des idées régulièrement. Il y en a d'ailleurs un qui est sorti sur les 3 mousquetaires, et qu'il faut que je lise, parce que en ce moment j'ai pas mal le nez dans le sujet. Voilà, donc j'en ai une liste longue comme le bras à découvrir. Et là, en plus, je suis joueur parce que je n'ai cité que des mangas qui parlent d'histoire européenne. Voilà. Mais si on se met à parler d'histoire asiatique, alors là, c'est la fête à la goguette, il y en a pour tous les goûts, dans tous les genres, sur tous les sujets, c'est fantastique. Citons par exemple Enfant soldat d'Akira Fukaya qui retrace en 2 tomes le parcours d'un enfant soldat recruté par les Khmers rouges au Cambodge au siècle dernier. Récemment, j'ai eu la chance de lire Peleliu de Kazuyoshi Takeda, édité chez Dupuis, qui a eu la gentillesse de me les envoyer. Il s'agit d'un récit sur les soldats japonais de l'île de Peleliu pendant la Seconde Guerre mondiale, théâtre d'une des batailles les plus disputées entre Américains et Japonais dans le Pacifique, avec un dessin un peu spécial. Voilà, mes préférés sont les œuvres de Hiroshi Hirata, qu'un ami a eu la bonne idée de me faire découvrir. D'ailleurs, ce sont ces exemplaires que j'ai encore ici, je les couvre avec beaucoup de passion, d'autant que l'auteur est malheureusement décédé fin 2021, à la suite d'une crise cardiaque. C'est de la bande dessinée historique dans toute son excellence. Ça se lit très bien, c'est assez accessible, c'est riche, c'est historiquement plutôt juste, instructif et c'est vivant. Voilà, on a tous et toutes des souvenirs, des claques qu'on a pu prendre en lisant des romans, des bandes dessinées, en voyant des films ou des séries. Ça nous marque à jamais, et pour les mangas, si je devais en citer 2, ce serait Vinland Saga, dont on a un peu parlé, et L'âme du Kyudo, de Hiroshi Hirata. Voilà, quelle claque monumentale. Enfin, vraiment, je vous le recommande plus que chaudement, c'est fantastique. Voilà. J'ai essayé de résumer un petit peu, voilà, ma toute petite minuscule expérience du manga historique. Parfois, les mangas sont sur des sujets que les Européens ne traitent pas pour le grand public. Parfois, ils traitent plus correctement l'histoire européenne que les œuvres européennes ne le font. Parfois, les Japonais parlent de leur histoire comme les œuvres européennes devraient le faire. Je trouve ça dingue, voilà, je trouve ça incroyablement riche. Quelle fantastique porte d'accès à l'histoire, à la culture, sur plein de sujets différents. Voilà, et bien en plus de ça, j'ai parlé que de ce que je connaissais, à savoir le manga historique. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait des mangas qui glorifient la culture gastronomique française, la musique savante européenne, la peinture? Bon sang, il existe des mangas sur Van Gogh. Sur Van Gogh, il y en a même un qui a été fait en partenariat avec le musée du Louvre. Alors bien sûr, il existe de très bonnes bandes dessinées historiques de tradition européenne. J'ai une grosse collection de BD chez moi, bien plus que de mangas d'ailleurs, et il y a facilement, je sais pas, 80% de références historiques dedans. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ça serait sympa, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc disais-je, il existe beaucoup de bandes dessinées historiques européennes tout à fait intéressantes. Exactement, au même titre que les mangas. Mais j'ai rarement vu des BD historiques aussi justes que le sont certains mangas, en tout cas pas sur les mêmes sujets, ou pas sur les mêmes volumes de distribution et les mêmes succès, ça c'est sûr. Or donc, avec ces exemples précis, est-ce que vous estimez toujours que les mangas appauvrissent la culture? Et même si c'est votre idée, est-ce que vous pensez qu'ils appauvrissent spécifiquement la culture européenne? Dans la mesure où ils font mieux que certaines œuvres grand public européennes sur les mêmes sujets, eh ben je vous avoue que moi mon avis est fait. Les mangas ne sont pas un appauvrissement de la culture, mais plutôt un enrichissement. Comme toujours, il convient de faire la part des choses entre le divertissement, le culturel, le mélange des deux, les différents genres, les différentes façons de raconter des histoires, à qui elles s'adressent, voilà, il y a plein de mangas différents. Et si vous vous méfiez des mangas alors que vous avez des enfants qui en lisent, n'hésitez pas à vous renseigner sur les quelques références que j'ai pu évoquer, ou sur d'autres, des références historiques ou culturelles. Comme je disais, elles sont très nombreuses. Tentez donc de leur offrir des mangas historiques, ça sera une occasion à peu de frais de leur faire plaisir, tout en améliorant leur culture. Et là-dessus, tout le monde y gagne! Finalement, c'est ça la culture, trouver le moyen de partager des choses passionnantes avec des moyens différents. Transmettre le goût des arts, de la culture, de l'histoire, parfois cela passe par le changement de manière de le faire. Alors, eh bien, jouons le jeu. Et puis si les jeunes lisent des mangas, c'est déjà qu'ils lisent, et quand on sait toutes les vertus de l'écriture, quel que soit le support, eh ben je me dis qu'on peut finalement en être assez heureux. Voilà pour cette petite réflexion du jour, j'espère que cela vous aura intéressé et rendu curieux. Je vous en supplie encore, allez lire les œuvres de Hiroshi Hirata, c'est absolument fantastique, d'autant que ce sont des tomes isolés et pas de longues séries comme souvent les mangas. Je suis sûr que ce sera aussi une découverte pour certains d'entre vous. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, likez, commentez et partagez celle-là pour faire connaître la chaîne, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.